La rédaction s'est rendue au Japon et plus précisément à Osaka, la troisième plus grande ville du pays, pour découvrir le très attendu Resident Evil 6. Chose rare, Capcom a accepté de nous ouvrir les portes de ses studios en exclusivité afin de nous livrer tous les secrets de ce prochain épisode. Nous avons ainsi pu interviewer l'équipe de développement, tester une nouvelle version et voir toutes les dernières nouveautés en solo comme en multijoueur. Alors, Resident Evil 6 marque-t-il le grand retour de la série vers le survival horror ? S'agit-il à nos yeux de l'épisode le plus ambitieux ? Les réponses à toutes vos questions, c'est tout de suite sur le plateau de jeuxvideo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau pour cette nouvelle émission entièrement consacrée à Resident Evil 6 puisque Virgile a eu l'honneur, le privilège d'être le seul média français convié dans les studios de Capcom à Osaka, ce qui est une chose, comme je le disais dans le sujet, très très rare. Ouais, très rare, même exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'en fait Capcom accepte d'introduire des journalistes dans les studios de Resident Evil. Grand honneur, comme tu le dis, même si on n'a pas pu voir grand-chose, c'est toujours très surveillé. Attention, tu filmes pas ça, tu peux filmer cet artwork et cet vitrine, mais pas le reste. Donc voilà, on a pu rencontrer pas mal de développeurs, notamment le trio de tête. Le trio tête qui se compose de Hiroyuki Kobayashi, qui est un vieux de la vieille, qui a bossé sur Kyler 7, sur le premier Resident Evil, sur Code Veronica, sur plein de Resident. Donc c'est un petit peu le daron qui chapeaute tout, qui met des coups de fouet, qui mène tout le monde à la baguette. À côté de lui, on a un petit jeune, un producteur qui a pas trop d'expérience, puisqu'il s'agit de Yoshiaki Hirabayashi, c'est un peu dur. Qui a bossé dont la seule expérience sur Resident Evil c'était sur les cinématiques du 5. Donc voilà, c'est un grand saut dans le vent pour lui. Voilà, grand baptême du feu. Et le directeur de ce titre, le réalisateur, c'est Eiichiro Sasaki. Alors lui, pareil, c'est un petit peu une grande première, puisque jusqu'à maintenant, il avait déjà été directeur sur Outbreak 1 et 2, mais on va dire que sur un épisode majeur de la série, c'est pareil, c'est son grand départ, sa première grosse expérience dans le domaine. Là, tu l'as dit, c'est un trio de tête très important, puisque pour Capcom, Resident Evil 6, c'est sans doute le plus gros projet en fait à date, en tout cas dans l'histoire de la série. Oui, parce que justement Resident Evil 5 avait fait un gros carton, contrairement à la grogne des joueurs qui l'avait un petit peu descendu. Le public, lui, l'a un peu plus plébiscité que les autres, puisqu'il a quand même fait un joli score. Et justement, la différence entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6 en termes de production, c'est les développeurs qui en parlent. On écoute et puis on revient tout de suite après. Resident Evil 5 fut une très grosse production pour nous, donc beaucoup de monde était impliqué dans son développement. Mais le 6 est une production encore plus importante. En interne, il mobilise environ 150 personnes. Et si vous y ajoutez toutes les personnes extérieures impliquées, ce chiffre grimpe à 600 personnes. Donc il s'agit d'une très grosse prod pour nous, rien qu'en termes de ressources humaines. Nous avons assigné 10 unités de production aux campagnes du jeu. Nous ne les avons pas réparties en fonction de la campagne. Elles ont toutes travaillé sur les 3 campagnes. En revanche, chacune de ces unités était spécialisée par exemple sur l'intelligence artificielle des ennemis, le système de combat ou encore l'incorporation des puzzles. Alors voilà, on les a entendus, donc c'est un projet très ambitieux. Et pour toi, 600 personnes quand même. Est-ce que toi, c'est énorme. Même des équipes comme Rockstar ou comme Ubisoft montent parfois à 500, 600, mais on va dire dans le jeu vidéo, même mondial, là ils atteignent un niveau très élevé. En vendre un paquet. Ouais, forcément. Mais est-ce que pour toi, justement, c'est le plus ambitieux de la série, sur ce que tu as pu voir ? C'est le plus ambitieux. Sur le papier, en tout cas. En tout cas, sur le papier, oui, parce que tu as quand même 3 campagnes, tu as 3 scénarios différents, tu as plein d'environnements différents. Comme ils le disent, il y a quand même 10 unités de production qui travaillent sur plein de secteurs différents. Donc, ont toutes travaillé sur les 3 campagnes. Ils n'ont pas été divisés en 3 chacune sur différentes campagnes. En tout cas, ça s'annonce, oui, effectivement, je pense, en termes de prod et en termes de variété de ce qui va être proposé, comme l'épisode le plus ambitieux. D'ailleurs, une des choses qui a été dévoilée pendant cet événement, c'était la campagne d'Ada. La campagne avec Ada. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui tenait à cœur particulièrement les développeurs et les fans qui rêvaient de retrouver Oui, Ada, cette petite brunette qui est censée être morte d'ailleurs depuis Resident Evil 2, depuis sa superbe chute dans un ravin. Mais qui ne l'est pas, et justement, mais qui ne l'est jamais on vraiment. va écouter notre ami, le réalisateur Sasaki, qui nous parle des caractéristiques principales de cette campagne. Tout d'abord, pour débloquer la campagne d'Ada, il faut finir les campagnes de Jake, Léon et Chris. Donc le fait qu'elle arrive en dernier constitue déjà un challenge. Et puis ici, vous n'êtes pas accompagné d'un autre personnage, donc cela met encore la barre plus haut en termes de challenge. Enfin, Ada n'est pas un personnage très run and gun, donc elle devra prendre son temps pour explorer les niveaux.
La dimension puzzle de sa campagne est là pour vous compliquer la tâche durant cette exploration. Et je pense que c'est un des charmes de sa campagne. Alors voilà, Ada Wong, donc toi tes impressions, est-ce que c'est plus action? Alors déjà infiltration pour résumer un entre les petit deux peu, pour vous faire un petit peu un topo sur de quoi il s'agit exactement. Donc déjà la campagne, il l'a dit, elle est débloquée au terme des 3, c'est-à-dire c'est pas tu joues une partie de la campagne d'Ada quand on a fini, que tu as fini une campagne, puis c'est en l'autre, quelque etc. sorte la cerise sur le gâteau Voilà, pour c'est la cerise sur le récompenser gâteau. Donc et c'est pour encourager les joueurs à jouer à toutes les campagnes. Tout à fait. Donc ça permet de revisiter certains niveaux, de faire la lumière aussi sur certains éléments de scénario qui ont été passés sous silence dans les 3 premiers scénars. Au niveau des capacités du personnage, donc elle a ce grappin qui permet d'accéder à justement à des passages que les autres n'ont pas pu découvrir. Elle a également une arme qui lui est propre, c'est-à-dire l'arbalète. Voilà pour ce qui est des caractéristiques principales. Il faut quand même noter que dans la progression, et ça je l'ai vu en y jouant, tu vas avoir des crossovers avec les autres persos. C'est-à-dire qu'Ada joue toute seule, par contre c'est uniquement solo. Ada est toujours toute seule. Par contre elle va croiser à certains moments la route. Et bien par exemple là c'était le cas avec Léon et Elena, et elle va devoir coopérer avec eux pour abattre un boss. Tu revisites essentiellement les niveaux auxquels tu as déjà joué dans la campagne, et où est-ce qu'il y a des environnements inédits? Alors il devrait y avoir des environnements inédits, des créatures inédites. Donc ça j'ai quand même demandé aux personnes qui s'occupent de tout ce qui est design de monstres, création de monstres, etc. Donc ils m'ont bien confirmé qu'il y aurait des choses inédites dans la campagne d'Ada. Ceci dit, c'est une campagne qui est axée beaucoup plus sur l'exploration et les énigmes. Donc c'est en ça qu'elle va essayer de se distinguer, même si elle va revisiter des niveaux des autres campagnes, elle va essayer de se distinguer là-dessus. Alors moi de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire dans la campagne de Léon et Elena, ça fonctionnait bien parce que la campagne de Léon et Elena qui est axée Survival Horror. S'y prête bien justement. S'y prête bien, on y reviendra, on va en parler après. Mais la campagne de Léon et Elena qui est axée Survival Horror, eh bien, son ambiance oppressante, le confinement des environnements, ça fonctionnait bien justement avec cette idée d'exploration et d'énigmes. Mais après, tu attends de voir avec les autres campagnes comment ça va s'intégrer. Parce que là, bon, des énigmes, on a eu une énigme en particulier qui était quand même assez retorse, qui était plutôt intéressante à jouer. Ceci étant, qu'est-ce que ça va donner avec les autres scénarios, et en particulier avec celui de Chris et Pierce, on va y revenir encore une fois sur ce scénar-là, qui est infiniment plus orienté sur l'action, et surtout aussi avec des environnements, en tout cas celui qu'on a découvert sur cet événement-là, un environnement qui était plus ouvert, plus urbain, plus à ciel ouvert justement. Comment est-ce que cette... C'est peut-être là où ils vont justement introduire ces séquences inédites. Voilà, ces séquences inédites, mais voilà, moi je reste vraiment dubitatif là-dessus, parce que je me demande si la campagne d'Ada va pas être trop tributaire justement du reste, des autres campagnes. Donc voilà, en tout cas moi de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire encore une fois avec Léon et Elena, ça fonctionnait vraiment, vraiment très bien. On attendra de voir. Ensuite, autre nouveauté, donc inédit pour la série Resident Evil, il s'agit du mode Agent Hunt. Alors Agent Hunt, eh bien, pour résumer très rapidement, c'est un mode dans lequel tu incarnes une créature. Voilà, tu as une créature, tout à fait. Et ben, je pense qu'on peut d'ailleurs laisser parler, je sais plus qui parle. C'est Hirobayashi qui nous parle justement de ce mode de jeu-là, qui pour lui est très important, puisque encore une fois, c'est une grande première dans l'histoire de la série Resident Evil. Ce mode a été designé différemment du jeu principal. D'abord, les contrôles diffèrent complètement de ceux des personnages du jeu, mais aussi selon la créature jouée. Il faut donc prendre en compte qu'il y a une courbe de progression dans leur maîtrise. Nous essayons de proposer un jeu équilibré, mais ici l'avantage va aux personnages plutôt qu'aux ennemis, car l'idée de ce mode est de faire irruption dans la partie de quelqu'un d'autre. Ce joueur essaie de terminer le jeu de son côté et vous surgissez pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pourquoi nous ne voulons pas ruiner l'expérience de celui qui progresse dans le jeu, mais la pimenter. Vous pourrez donc l'attaquer, mais nous ne voulons pas que vous puissiez l'empêcher d'apprécier le jeu. Mais comme nous voulons que cela reste fun pour vous aussi, considérez ce mode comme du survival horror en termes de gestion des ressources. Contrairement aux joueurs, vous avez un panel de mouvements très limité, mais vous pouvez respawn à différents endroits. Vous devez donc faire preuve de plus de stratégie, et je pense que c'est de là que viendra le fun de ce mode. Donc là, comme il nous le dit, en fait, le but du jeu, c'est d'incruster, en fait, de s'incruster dans la partie d'un joueur. Donc c'est vraiment de jouer le trouble fait. L'idée, c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Alors là, par contre, là, je pense que je vais être beaucoup plus critique. Mais l'idée, ce qu'ils ont essayé de faire. Juste pour mettre les choses dans le contexte, on est bien d'accord, c'est en ligne en fait. C'est que tu t'incrustes dans une partie de quelqu'un qui est en train de jouer. Tout à fait. Tu t'incrustes dans sa partie et tu joues un monstre pour essayer d'un petit peu de pimenter sa partie. Et puis voilà, de jouer le trouble fait en gros. C'est ça l'idée. Sachant que ce mode est débloqué pour chaque campagne. Une fois qu'on a terminé une, il est débloqué pour cette campagne, etc. C'est pas comme Ada où il faut tout faire d'un coup. Et puis tu peux faire évoluer aussi les caractéristiques de ta créature avec les skills qui sont aussi disponibles dans le jeu, dans les campagnes. Alors,
Le truc, si tu veux, avec ce mode-là, c'est qu'il y avait un souci légitime de privilégier le joueur qui fait sa campagne dans son coin, qui a simplement fait son jeu. Si t'as rien demandé à personne, voilà, t'as pas envie que quelqu'un vienne te j'imagine pourrir que ta t'as pas envie partie. que quelqu'un vienne te pourrir ta partie Voilà, et de c'est bloquer, pas bloquer sur un passage. C'est pas du pendant Dark 2 heures. Souls où Bah oui. t'as des mecs qui vont venir te défourailler. Ouais, ouais, Là, c'est vraiment c'est pas pour le but. pimenter. Ceci dit, là, c'est légitime, c'est très bien. Le problème, c'est que toi, quand tu joues la créature, eh ben, c'est malheureusement beaucoup plus frustrant Parce qu'amusant. que tu te fais défoncer tout le temps. Bah, c'est ça tu te fais, la plupart du temps, effectivement, tu te fais vraiment défoncer. Les victoires sont assez rares. Alors certes, tu peux de temps en temps réussir à tuer le joueur à la faveur d'un regroupement de créatures Ouais. avec toi, etc. Mais la plupart du temps, tu te fais vraiment dézinguer parce que finalement, les créatures sont là pour la plupart lentes. Elles n'ont que 2 ou 3 mouvements différents, voire la plupart du temps, je crois que c'est 2. Certes, il y en a des différentes avec des mutations qui permettent d'avoir des pouvoirs pour immobiliser, etc. Mais voilà, ça se traîne, c'est lourd. Franchement, on attend vraiment de voir ce que ça va donner avec les skills justement qui vont permettre peut-être d'améliorer un petit peu l'agilité des créatures et leurs attaques. Mais pour le moment, franchement, moi je ne me vois pas y retourner. C'est dommage parce que plus d'une partie sur le ou deux. papier, encore une fois, ça avait l'air d'être amusant. Enfin, moi, quand je l'ai En vu, soi, quand je l'ai c'est sympa découvert, si tu vois ton pote jouer, tu dis tiens, je vais aller Voilà, la l'emmerder un promesse peu. de base est intéressante. C'est intéressant. Ouais. Le problème, c'est que pour le joueur qui incarne la créature, pour moi, c'est pour ça que je leur avais demandé est-ce qu'ils considéraient pas que c'était un petit peu, enfin, est-ce qu'ils allaient y retoucher, est-ce qu'ils considéraient pas que c'était un petit peu trop frustrant. Bah, pour moi, malheureusement, leur réponse ne me satisfait pas encore. Je trouve que c'est encore trop frustrant. Et on s'amuse pas assez du côté des créatures, malheureusement. D'accord, Donc, bon. à voir sur la Toi, version ce dev. mode de jeu ne t'a pas convaincu Pas pour le moment. En tout cas, pas pour le moment. J'attends D'accord. vraiment de voir la Bon. suite, mais pas pour le Ok, moment. alors là on continue avec les 3 campagnes qui ont été Ouais. révélées lors de la Comic Con de San Diego et auxquelles donc, tu as pu jouer. Tout à fait. Donc ça, c'était pas tout à fait neuf. Vraiment, les nouveautés, c'était Agent Hunt et Ada. Et on, Mais on va commencer avec Léon et Elena, qui est pour toi, comme tu me le dis, le bon élève, celui, Le très bon élève. le chapitre, la campagne pardon, qui t'a le plus Ouais. convaincu, qui t'a le plus emballé. Effectivement. Pour plein de raisons. Pour d'ailleurs. plein de raisons, parce que alors c'est clairement ce que Capcom a voulu faire avec ce Resident Evil 6, c'est de dire bon, on s'est fait taper dessus par les fans, nos vieux fans hardcore de Resident Evil. Ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de bouffer à tous les râteliers, en tout cas d'unifier notre communauté de fans de RE entre ceux qui sont là depuis le début et qui veulent vraiment du Ouais, justement, survival. on va le comprendre Et en ceux parlant qui après veulent des voilà, autres du chapitres, action, quoi. etc. Donc en fait, la campagne de Léon, là, la mission que j'ai pu jouer, c'était toujours dans la fac, mais elle était beaucoup plus intéressante que celle que peut-être certains d'entre vous ont pu essayer via la démo, qui était comme très, très dirigée, etc. Là, on avait vraiment de l'exploration, on avait vraiment de l'atmosphère, on avait une certaine variété dans les lieux découverts, donc c'était plutôt Et cool. puis, elle marque surtout le grand retour des zombies. Grand retour des zombies, d'ailleurs, Ouais. je pense qu'on va pouvoir écouter Bah, nos les amis 2 développeurs. responsables en fait, du département artistique Voilà, qui, tout à fait. qui en parlent, parce que ça, encore une fois, pour les fans de Resident Evil, c'est quelque chose de très, très important. À tout de suite. Une des choses que nous voulions en réintroduisant les zombies, c'est que normalement ils sont lents et se traînent. Et nous avons pensé qu'il s'agissait d'une bonne opportunité d'introduire de nouveaux zombies. Je pense que vous l'avez vu dans les trailers ou en jouant au jeu, mais ces nouveaux zombies peuvent sauter, ils sont beaucoup plus agressifs et agiles. Nous avons créé un bon nombre de variations. Je ne suis pas certain du nombre exact. Mais il y a différentes combinaisons entre vêtements et visages. Et si vous les réunissez toutes, vous obtenez plus de 40 types de zombies. Les zombies, Les zombies, les fameux grands retours des zombies. zombies. Alors moi j'attendais vraiment ce retour, comme beaucoup de joueurs je pense. Et ils ont, je trouve, en tout cas de ce que j'en ai vu, ils ont revisité la figure du zombie assez efficacement. Alors déjà, elle est beaucoup plus agile et agressive comme ils le disent dans Au l'interview. niveau de la physique et tout. Voilà, c'est-à-dire dans leur déplacement, ils peuvent taper des petites esquives un peu sur les côtés, Ouais. comme le faisaient comment ils s'appellent, les Ganados dans RE4. Ok. Donc ça, bon, tu me diras, c'est pas forcément cohérent Ouais. pour un zombie, mais c'est pas grave. Ça pimente un peu le truc. Ils peuvent aussi, et ça c'est très intéressant, surtout quand ils commencent un petit peu à être en grand nombre, ils peuvent se jeter sur toi, mais te sauter dessus. Tu vois, vraiment te faire un Carrément. bond hyper agressif, hyper brusque. Je peux te dire que ça peut te coller quelques frissons, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis ils sont très fourbes dans leur manière aussi de se faire passer pour mort de temps en temps. Ça, on a l'habitude dans RE. Mais là, si tu veux, ils ne se contentent pas quand ils se réveillent de simplement de saisir la jambe.
ils y vont pareil, bondissent, ils te bondissent dessus. Ah, et du c'est coup, ça pareil, fait des bons coups de flip, voilà, ouais. ça te décolle un peu du siège de temps en temps. Donc vraiment là-dessus, ils ont bien bossé, je trouve, pour revisiter le Mais personnage. ça se voit dans la manière dont on parle, tu as l'air particulièrement emballé par le retour des zombies. Quoi. J'ai vraiment aimé, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusé à essayer justement de voir ce que ça donnait, c'est la localisation des dégâts. Ça, j'attendais vraiment de voir ce que ça donnait. Ouais. Et ils ont bien bossé aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand un zombie, enfin les morsures de zombies sont localisées Non. Soit toi, quand tu tires sur un zombie, Ah d'accord, quand tu tires sur un zombie. quels effets ça a sur son corps? Alors tu vois vraiment qu'il se décharne, Ouais. t'as des morceaux de tissu qui vont partir, t'as des morceaux de chair qui vont partir, il va y avoir une jambe un peu sanguinolente, etc. Donc vraiment, moi je me suis fait plaisir à leur tirer dans les jambes, dans les épaules, dans les bras, etc. Tout n'est pas évidemment, tout le corps n'est évidemment pas localisé en termes de dégâts, mais en tout cas, il y a du boulot là-dessus et c'est un effet un peu suintant, dégueulasse. Ouais. Plutôt sympa, donc vraiment satisfaction. Donc là, si j'ai bien compris, dans ce chapitre-là, dans cette campagne-là, on retrouve le côté angoissant, le côté gore, le côté Voilà. survival horror tout simplement. Donc tout ce qui fait en fait l'ADN de Resident Evil. Tout à fait, et se concentre là-dedans. Alors moi j'étais pas forcément hyper emballé quand j'avais essayé la démo Ouais. sur la première partie de la fac, parce que c'était encore une fois très dirigiste. Là on était beaucoup plus libre et on a pu vraiment explorer les lieux. Et là aussi où il y a un vrai boulot, je trouve, par rapport aux autres campagnes, de ce que j'en ai vu pour le moment, encore une fois des autres campagnes, c'est que le lieu, la fac, a une vraie identité. On parcourt ces lieux-là, on parcourt des corridors différents, des salles de classe, des amphithéâtres, des vestibules, des choses comme ça. Tu sens vraiment qu'il y a une cohérence dans le lieu. Tu sens que c'est un peu comme comme les manoirs, le manoir du 1 ou le manoir d'Ashford dans Code Véro. Tu as une identité dans ce lieu-là que en tout cas j'ai pas encore retrouvé sur les autres campagnes. Donc ça participe aussi beaucoup de la réussite en tout cas pour l'heure de cette campagne. Et puis il y a également toute l'atmosphère en termes d'univers sonore. Okay. Donc là pareil, que ce soit les coups de tonnerre, le craquement du plancher, les râles de zombies que tu vas entendre. Les râles. La musique aussi qui renoue un petit peu avec ce côté lancinant qu'on avait dans le premier, qui est plutôt sympa. Franchement, moi j'ai été épaté en tout cas par ces segments-là de cette campagne. Parce que j'espère vraiment que c'est représentatif. On mise toujours sur le fait qu'un éditeur, quand il te montre quelque chose, c'est censé être représentatif du jeu. Normalement en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Théoriquement c'est comme ça que ça se passe. Donc si c'est effectivement le cas, eh bien, cette campagne de Léon Helena, elle va faire beaucoup plaisir, je pense, aux fans de RE. Même s'il y a des séquences très action, mais ça reste des séquences très action à la Resident Evil 2 un peu. Tu vois, t'as des zombies qui viennent te harceler de partout, qui te sautent dessus, etc. C'est super kiff. Enfin, moi j'ai vraiment les fans de Resident Evil qui se posent d'ailleurs tous la question, vous, et puis vous le verrez tout à l'heure avec Damien qui viendra sur le plateau donc pour répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Facebook, Twitter et le site. Alors, Resident Evil 6, c'est la grande question qui revient tout le temps. Marque-t-il le retour aux sources? J'aurais posé la question surtout de savoir si la campagne de Léon Helena était plébiscitée par les joueurs et la presse. Est-ce qu'ils envisageraient dans ce cas-là une évolution, une orientation, un retour justement aux racines survival horror de la série? Et c'est Kobayashi justement qui nous en parle tout de suite. Tout à fait. Je pense que la campagne de Léon est juste une partie de ce qui fait la force de Resident Evil 6. Mais dans ce jeu, nous avons 7 personnages et chacun est confronté à un aspect différent de l'horreur. Je peux imaginer que la campagne de Léon soit la mieux accueillie. Si tel était le cas, si elle suscitait un immense enthousiasme, cela pourrait évidemment influencer l'avenir de la franchise. Mais personnellement, j'apprécie beaucoup l'histoire de Jake et je pense qu'elle va se distinguer quand le jeu sortira. Mais nous avons aussi beaucoup de bons retours sur la campagne de Chris. Donc c'est très dur pour le moment de dire laquelle va vraiment se démarquer. Je pense qu'elles seront toutes bien reçues. Ah, ce vieux briscard de Kobayashi qui essaie toujours de retourner la situation à son avantage. En gros, ce qu'il nous dit là, c'est que... C'est un petit peu ambigu. C'est ambigu. C'est en gros, si vraiment tout le monde nous dit, oui, la campagne de Léon Helena est géniale, ça enterre le reste, il réfléchit. Après, il y a aussi... Mais il essaye forcément de vendre le reste. Il y a une vraie réalité de marché. Oui, ça on va y venir quand on va parler de Chris. Je tenais juste, avant qu'on y passe, à préciser que la vidéo qui illustrait notre explication de la campagne de Léon Helena est empruntée à nos chers confrères, d'ailleurs qu'on a croisés là-bas de l'IGN, on les remercie, parce que tout simplement, nous ne pouvions pas capturer cette séquence de jeu quand on était là-bas. Voilà. Donc, obligé de se servir chez les Américains pour une fois que ça nous arrive. Merci IGN, on vous remercie.
Donc je disais oui, il y a aussi une réalité de marché derrière tout ça, derrière le fait de vouloir forcément coller aux standards américains. Alors moi Capcom, dans ces cas-là, ça c'est mon avis perso, je leur jette pas la pierre puisque à mon avis c'est l'éditeur japonais qui a le mieux réussi le virage des consoles nouvelle génération. Mais toujours est-il qu'avec Resident Evil, il y a cette volonté de plaire, de prendre toutes les cibles, un petit peu, tu vois, d'un point de vue marketing, prendre toutes les cibles et dire bon, on va plaire à lui, à lui, à lui. Exactement, c'est vraiment. Et du coup de tout mettre dedans. Alors dans ces cas-là, pour moi c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que ça peut fonctionner. C'est soit tu arrives à satisfaire tout le monde, soit personne. Voilà. Et là, pour l'instant, en tout cas, les fans de survival horror pur seront à mon avis satisfaits. Voilà, par rapport à ce que tu as dit. Il y a des chances qu'ils soient satisfaits. Et puis voilà, il y a la campagne de Chris et Pierce. Chris et Pierce, qui est comme tu le dis un petit peu l'antithèse donc de la campagne précédente. Là, c'est vraiment de l'action pure et dure, du TPS, on va dire entre guillemets à l'occidental, qui reprend ces codes-là en tout cas. Tout à fait. Ce qu'on en a vu de cette campagne, la mission était à ciel ouvert. Environnement urbain, on était accompagné de toute une troupe de soldats, il y avait des blindés avec nous. Bon, ça a commencé par un combat de boss assez costaud, mais voilà, ensuite tu as les blindés qui débarquent, tu dois te cacher derrière un blindé. Tu as vraiment l'impression de jouer à un TPS militaire. Voilà, clairement, c'est ça le truc. Et moi, je trouve que c'est une campagne qui déjà m'avait pas forcément emballé, même pas trop du tout quand je jouais à la démo. Mais là, c'est de plus en plus inquiétant quand on voit ce parti pris-là qui n'a plus rien à voir avec Resident Evil. C'est un peu comme s'il y avait un œuf dans le caviar quelque part. J'ai envie de dire. Non mais c'est vrai, c'est bien trouvé. Le choix de l'expression n'est pas mauvais, oui, effectivement. Ah ouais. D'ailleurs, on leur a posé la question, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils n'avaient pas peur de décevoir les fans de Resident Evil, alors même les fans de RE5 à la limite, parce que là on est vraiment dans un truc qui est très TPS, très différent et très urbain. Alors est-ce que, voilà, la question c'était, est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir un peu les fans? La réponse forcément, très langue de bois. Les niveaux de Chris et Pierce découlent de la vision du réalisateur. Nous avons cherché des approches très différentes pour chacune des campagnes au sein d'une même intrigue générale. Il est difficile de dire si les joueurs en seront déçus ou non, mais il s'agit d'un des éléments du jeu qui délivre bien ce que la campagne de Chris et Pierce veut apporter. Et cela apporte une dimension fun. Nous sommes enthousiastes à l'idée de révéler cet aspect du jeu très différent des précédents Resident Evil. Bon, voilà une réponse. C'est pas voilà une réponse comme on s'y attend quand on pose ce genre de questions. Comme on s'y attend forcément. De toute façon, on sait très bien qu'avec ce type de campagne, bon, je pense que voilà, on va pas éterniser le débat, mais on connaît le but. Hein, moi, j'en ai parlé un petit peu avec des développeurs. On allait manger un peu avec eux derrière. Ouais. Et bon, là, c'était un petit peu plus off the record entre guillemets, mais sans les citer. Donc forcément, je vais un peu en parler. Disons qu'ils reconnaissent évidemment que de toute façon. Forcément. La réalité, comme tu disais, du marché fait qu'ils veulent ouvrir au maximum pour. Étant donné que c'est une production qui coûte cher, on connaît la rengaine, hein, il s'agit d'ouvrir pour faire plus de public et donc d'essayer de toucher des gens qui ne sont pas forcément à la base intéressés par le survival horror. C'est une mutation qui a quand même été engagée par Resident Evil 4 et on espérait qu'il y ait une espèce de coup de frein après la semi-déception d'Hero 5. La semi-déception d'Hero 5, mais qui, je rappelle, d'un point de vue commercial, reste super bien marché. le plus vendu. Même le plus vendu de la série Resident Evil. C'est le plus vendu. Donc, je veux dire, les mecs qui sont à la tête de Capcom, à un moment donné, le but, pour eux, c'est de faire de l'argent. Tout à fait. Donc, on verra quel sera l'accueil qui sera fait à ce Resident Evil 6. Alors, autre duo de personnages, il s'agit de Jack et Sherry. Alors, Jack et Sherry. Là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Mais non, mais disons qu'on renoue un peu plus avec l'approche Resident Evil 4. C'est-à-dire que, autant dans la campagne de Chris et Pierce, la dimension horrifique, elle est vraiment mais en pointillé. Quoi. À la limite, tout ce qui reste de survival, moi, pour avoir joué perso à l'E3, moi je la trouvais même carrément totalement absente. Quoi. Ah oui. Moi, si on m'avait dit ce n'est pas Resident Evil, c'est un tout nouveau jeu, j'aurais cru volontiers. Oui, parce alors que là, ça reprend quand même l'identité et certains codes de RE. De RE 4 en particulier. Bon, parce que dans la campagne de Chris et Pierce, il reste surtout le côté survival au niveau gestion des munitions, c'est à peu près tout. Dans la campagne de Jack et Sherry, de ce qu'on a pu voir, malheureusement, là, on ne peut pas vous les illustrer avec les images d'exactement ce qu'on a vu, parce que là, encore une fois, on ne pouvait pas capturer. Là, c'était urbain, certes. Mais il y avait quand même cette dimension harcèlement de foule de créatures, donc les Javos, je crois. Javos, c'est ça. Javos, c'est ça. Qui avait plein de mutations différentes. Il y avait ce côté horreur, mais horreur survival action, vraiment. Survival action. Avec cette dimension horreur quand même. J'ai un petit peu l'impression, au final, dans tout ce que tu dis, qu'on retrouve dans chacune des campagnes des éléments en fait des précédents Resident Evil. En fait, du Resident Evil 5, du Resident Evil 4 dans celui-ci, du Resident Evil 1
avec la première campagne. Totalement. Autre chose avec Ada. Donc ils se sont dit. Totalement. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la campagne Léon Helena, ils ont dit on va contenter les fans du Hero classique. Avec la campagne Sherry et Jake, on va contenter les fans de Hero 4, Hero 5. Un petit peu plus Hero 5 qu'Hero 4, mais bon, quand même Hero 4, Hero 5. Et puis avec la campagne à mon avis, de Chris et Pierce, on va aller plus loin dans ce qu'on a engagé jusqu'à maintenant. Voilà. Et on va séduire les fans de TPS beaucoup plus classiques. Voilà. Donc voilà, Jake et Sherry, c'est un peu l'entre-deux. Moi, pour l'instant, ça m'a plutôt assez convaincu. Plus la démo d'ailleurs que ce que j'ai pu voir à Osaka. La démo, j'ai trouvé plutôt sympa avec le boss que je trouvais intéressant à combattre. Mais vous allez voir, d'ailleurs, juste après, juste avant qu'on retrouve le courrier des lecteurs. Puisqu'on va vous montrer, en fait, aujourd'hui, c'est la Gamescom, comme vous le savez. Et Capcom vient de diffuser lors de sa conférence de presse une nouvelle vidéo avec Jack et Sherry, donc dans un environnement enneigé. Là, c'est beaucoup plus RE4. Là, c'est beaucoup plus RE4, c'est ce que tu m'as fait remarquer la première chose en voyant la vidéo. Et ensuite, on se retrouvera sur le plateau avec Damien qui répondra donc à toutes vos questions. À tout de suite. keep the noise down. Punch it before we get buried alive! The whole mountain's coming down. Dad must really hate us today. We'll make it. Just keep going. Anyway, I don't hate you. Oh, great. That helps. Oh no! Go right! On accueille maintenant Damien. Salut Damien, Damien qui a Salut à tous. écumé le site, les réseaux sociaux pour Exactement. récupérer vos commentaires, vos réactions. Présente avec un micro, puisqu'on s'est Bah fait oui. embarquer la plupart du matos Par par ceux qui Maxence sont et les autres qui sont partis à la ils Gamescom. partent à la Gamescom, faut bien qu'ils bossent quand Faut bien même. bosser à un moment donné. Voilà, donc les premières questions, elles sont très nombreuses et elles concernent l'orientation de la série surtout. Tout à fait. Alors bon, et vraiment la question la plus récurrente que vous avez posée, donc par mail principalement, c'était sur les moments de peur et l'aspect survival. Donc du coup, Virgile, je te pose la question. Anthony, en l'occurrence, qui me
voilà, qui me posait la question, c'était l'ambiance survival des anciens jeux est-elle présente avec Léon et Ada? Et j'ai envie de dire un peu dans l'ensemble du jeu, puisque Killer Discord 74, Vince, J, Marston, Mathias et Ruroni se posaient aussi la question, en tout cas des questions approchantes. D'accord, alors pour ce qui est de la campagne Léon et Léna, on en a déjà parlé. Effectivement, moi j'ai quand même ressenti quelques bons coups de frisson, notamment grâce à cette agilité des zombies, au fait qu'ils peuvent te sauter dessus sans prévenir, sans crier gare. C'est un peu le syndrome du cadavre dans le placard. En plus, il y a une vraie scène comme ça dans Hero 1, il y avait un cadavre dans le placard. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la peur sursaut, ça c'est présent. Et puis, on va dire, l'espèce d'inquiétude qui s'installe quand tu es dans un moment d'accalmie et que tu entends simplement des coups de tonnerre, le plancher qui craque et les râles de zombies un petit peu au loin. De ce que j'en ai vu sur cette mission-là, c'était présent et c'est vrai que ça fait plaisir de le retrouver. Maintenant, est-ce que ce sera tout le long comme ça? Ouais, et dans toutes les parties, parce que justement, il y a Mathias qui pose la question, est-ce que l'approche de Chris est uniquement basée sur de l'action ou comporte-t-elle quelques temps morts pour laisser place à un gameplay plus survival si tu as vu Mathias, la démo, donc tu as déjà vu que c'était déjà effectivement bien action, ça l'était encore plus, hein, comme je l'ai dit dans la mission que j'ai faite là-bas, puisque là on était carrément accompagné d'un groupe de soldats, etc. Donc si tu veux, déjà de base, dans cette nouvelle formule Resident Evil, à 2 personnages, c'est vrai qu'on a moins ce sentiment de solitude et ces moments de calme. Alors en plus, quand avec un personnage comme Chris, t'es épaulé par plusieurs soldats, comme c'est le cas dans cette mission, les moments où tu peux sursauter ou avoir des coups de flip comme ça, moi je n'en ai vu absolument aucun. Voilà, comme ça c'est clair. C'est clair, c'est net, ce sera on le cas vous en montrera pas. sur les autres missions, je ne sais pas, mais là, aucun. Okay, alors les réactions maintenant sur Facebook. Alors il y a pas mal de réactions, alors peu de questions, il y en avait une quand même de Jean-Philippe. Pourquoi Resident Evil devient comme Call of, pardon, tout simplement. Non, j'ai pensé à Kof, Jean-Pierre Kof, bon bref, c'est pas grave. Sous-entendu, c'est très action, mise en scène hollywoodienne, spectaculaire, du grand spectacle si j'ose dire. On l'a mentionné ici tout à l'heure, évidemment. Moi j'ai envie de dire juste un mot, l'argent. Oui, l'argent. Oui, parce que effectivement, avec cette approche-là, cette approche action, cette approche mise en scène beaucoup plus musclée, même s'il y avait déjà une mise en scène cinématographique, inspiré vraiment de grands classiques du cinéma dans Hero 1, hein, avec les plans, etc. C'était déjà très cinématographique à ce niveau-là. Mais là, c'est vrai que c'est plus musclé, c'est peut-être plus le grand spectacle, plus blockbuster, le grand spectacle, comme dit Kevin. Évidemment que c'est pour ratisser large. Voilà, c'est comme ça. Ils nous l'ont dit texto, hein, en off. Évidemment, la production est plus importante, ça coûte plus d'argent, il faut qu'on fasse plus d'argent, il faut qu'on touche plus de monde. Le retour sur investissement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, parce qu'il y a Adri King, qui dit les Japonais n'ont plus aucune inspiration dans les jeux vidéo, alors ils copient sur les Américains. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi là, ils généralisent énormément. Non, les Japonais ont pris ont adopté la même voie que celle du jeu vidéo mainstream, on va dire, dans son ensemble, c'est-à-dire d'aller vers des productions de plus en plus ambitieuses, de plus en plus spectaculaires, parce que voilà, c'est l'évolution, ils accompagnent l'évolution technique, ils accompagnent également l'ouverture du marché vers de plus en plus de monde, donc forcément, certains studios, je dis pas tous, il ne faut pas généraliser, certains gros studios comme Capcom, comme celui de Resident Evil, adoptent cette démarche-là, mais il ne faut pas dire les Japonais n'ont plus d'imagination, c'est complètement faux, c'est totalement faux. D'accord. Justement, il y avait Julien sur Facebook qui disait que le public cible du jeu vidéo a évolué, que le survival est quand même un marché de niche, donc lui supposait que c'était quand même pas assez rentable, et donc pour le rentabiliser, les éditeurs s'orientent forcément vers de l'action, vers des jeux. C'est sûr que si Resident Evil était une production moins ambitieuse en termes de moyens, que dans ce cas-là, elle pouvait se permettre de rester dans un marché de niche parce qu'elle n'avait pas besoin de faire en tout cas plus de fric que ça, oui, Capcom probablement. Tu es d'accord avec moi quand même que c'est la série qui fonctionne le mieux chez Capcom, qui rapporte le bien plus. Bien sûr, on a vu RE5. Donc marché de niche, oui, mais c'est quand même une série qui marche bien. Bah oui, mais maintenant c'est une question de marque. C'est une question de marque aussi. C'est pas vraiment la série. Ça n'était plus du survival horror sur le 5, je pense qu'on était tous d'accord pour dire ça. Maintenant, il y a quand même, je trouve, une petite raison d'espérer pour l'avenir avec cette fameuse campagne Léon et Léna. Plébiscitez-la à max, envoyez plein de mails, mais allez-y, envoyez plein je pense de que mails à Capcom. On est quand même parce que assez Kobayashi nous a dit, conscient. si oui, on est submergé de réaction enthousiaste. Ça, Virgile, c'est croire au Père Noël. C'est croire au Père Noël, mais si vous voulez essayer, tentez le coup. On continue avec donc tes questions sur le multijoueur maintenant. Tout à fait. Alors on a Killer de Score qui pose la question, y aura-t-il un mode multijoueur et quels modes seront proposés? Alors quel mode? C'est simple, hein, il y a que finalement il n'y a que le Agent Hunt mode qui proposera non pas du versus, si c'est ce que tu entendais par multijoueur compétitif, en tout cas affrontement, mais la possibilité, comme je l'ai expliqué, de venir interférer dans la campagne d'un autre. Il n'y a pas de multijoueur à proprement parler
comme on en Il n'y voit aura dans pas de beaucoup mode jeux. mercenaries parce qu'il y avait Alors, Ethan Mercenaries, oui, il Sparda sera qui posait là, la mais question. est-ce qu'il sera multijoueur dans le sens jouable en ligne pour Ouais. l'instant Probablement pas. Probablement pas, mais en tout cas, c'est pas encore clairement défini. D'accord, donc il y a un autre aspect au niveau de du multijoueur, Ouais. des modes multi, c'est la coop, justement. Pareil, c'était une question qui était très récurrente dans vos mails. Donc c'est The Driver 22 qui me demande, y aura-t-il un mode coop, donc en écran partagé ou en ligne, Mhm. dans chaque campagne, donc Léon, Chris, Jake, où il y a des binômes? Oui, alors il y aura du coop effectivement, soit en split screen local, soit online. Ouais. Donc ça, effectivement, ce sera le cas. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, voilà, bah, c'est Donc maintenant, bien. concernant l'histoire. Non, Alors, alors, est-ce que ouais. je voulais juste préciser un Sur truc. voilà, on a une question de Ed Radical sur les phases de coop de parties croisées qui ont été mentionnées a priori assez brièvement. Ouais. Est-ce que tu as plus d'infos sur Oui, ça? alors sujet effectivement, différent. quand tu vas arriver, il y a certains moments dans les campagnes où les personnages vont se rejoindre. Par exemple, je sais pas moi, Léon et Léna qui vont rejoindre Jake et Sherry. Et ben, par exemple, à ce moment-là, si tu joues en ligne, tu pourras te connecter à la partie d'un autre joueur qui sera lui aussi à cet instant Connecté. précis là. Un peu comme Dark Souls finalement, c'est-à-dire au même endroit, au même moment. Ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est impliquant pour le joueur. Oui, c'est impliquant, c'est plutôt intéressant. Et quand tu joueras offline, tu auras la possibilité, enfin le jeu te proposera de te connecter à ce moment-là pour D'accord. voir si d'autres joueurs peuvent t'accompagner sur ce combat-là parce que effectivement les 4 personnages se rencontrent. Mais c'est encore, Donc, il y a- c'est il y a encore un peu possibilité. flou dans les. C'est encore un peu flou, oui et non. dans le fonctionnement, quoi. Le fonctionnement, il est là, il est simple. Hein. C'est à ce moment-là, on te proposera de te connecter à la partie Voilà, de quelqu'un oui d'autre ou quand non, tu seras online. ok. Et quand tu seras offline, on proposera de te connecter et donc de voir s'il y a des joueurs qui sont à ce moment-là. Un peu quand on veut voilà, échanger ses pions sur Dragon's Dogma également du même éditeur. Voilà, tout à fait. C'est Voilà, exactement donc du coup pareil. l'histoire, tu disais Kevin, donc on L'histoire, a ouais. Ethan Sparda qui pose une question sur l'histoire. J'ai entendu dire que pour le scénario d'Ada, il y aurait quelqu'un appelé l'assistant. Voilà, est-il possible d'en savoir plus? Alors, pas à ma connaissance. Ada, ils ont clairement insisté là-dessus quand on était en présentation à Osaka. Toute seule. C'est du solo. C'est un personnage qui va jouer tout seul. Voilà. Ada n'a besoin de personne. Ada, c'est une femme libre. Hein, elle n'a Ouais, pas elle besoin a- de se trimballer un ouais. assistant. Elle aime quand même un peu Lyon. Bon, après, moi j'ai dit ça, mais elle a quand même 4 tout Ah, ça. oui, Si, oui, quand même. bon. voilà. On va pas commencer à Bon. parler de sexe sur ce plateau. D'histoire de fesses, hein, quand même. Il y a Ed Radical réussi à toujours un tenir, peu au une niveau de la demi-heure. narration. Ça c'est aussi important. Nous demande les voix localisées sont-elles importantes pour Capcom? Très sur cet épisode, très. Effectivement, j'ai rencontré l'équipe Bonne question. qui s'occupe de la localisation française en particulier. Je les ai rencontrés là-bas. Et eux m'ont expliqué que pour eux, c'était très important d'avoir des retours. Ils nous ont même limite demandé si vous pouviez, même si c'est succinctement évoqué dans le test, si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Parce que nous, on travaille vraiment d'arrache-pied sur cet épisode-là en particulier. On essaye de faire une super localisation. Donc Ils avaient là, déjà a fait un priori- effort sur l'Opus 3DS. Tout à fait. Et donc là, effectivement, ils ont l'air d'avoir mis le paquet sur la localisation. En tout cas, les voix françaises, normalement, ça devrait être du bon boulot. En tout cas, eux sont contents de ce qu'ils ont fait et ils espèrent qu'on le sera. Donc nous verrons bien au moment de la sortie du jeu. Mais oui, c'est important. Ça roulotte. Alors du coup au niveau de la version collector, Killer de Score qui Ouais. dit voilà, une édition collector est-elle prévue? Et si oui, à combien et quel sera son contenu? Alors, il y a une méga édition collector complètement fumée qui est Ouais, qui- super qui va être chéros, voilà, quoi. qui va être disponible normalement, qui est je crois qu'il doit être déjà disponible en précommande, mais uniquement sur le e-store Capcom Japon. Si je dis pas Ouais, de qui sera bêtises. disponible apparemment en Europe, ce sera chez certains distributeurs. Voilà, comme parce qu'en d'habitude, fait, c'est une exclus, super grosse. Alors, je sais plus les prix, mais c'est super cher. Et genre, tu auras le cuir de Léon dedans. Ah oui, donc c'est un truc qui va monter à 300 €, quoi. Voilà, tu auras tout un tas de plein de Je goodies. pense. Ce sera quelque chose de vraiment Massif. mastoc. Donc, ça, c'est la super méga collector. Et puis, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de version. Enfin, en tout cas, j'avais regardé, mais il ne me semble pas qu'il y ait de version collector standard, on va dire, Ouais. qui soit proposée. Mais il y aura des bonus en précommande, Ouais, comme il y a des c'est le chances. cas tout le temps. Vu le plan en de DLC. communication massif autour de Resident Evil. Oui, non, mais je ça, c'est pense sûr. qu'il y aura Certaines quand même, enseignes vont proposer voilà, du bonus il y aura plein de choses. de précommande. Ok, dernière question sur la durée de vie. Donc c'est AKH qui pose la question et qui me dit on dit que le jeu est ultra bourré de cinématiques, d'où sa grande durée de vie. Est-ce vrai? Alors, ultra bourré de cinématiques, tout dépend de la scène que j'ai pu jouer. Enfin, vous avez certainement déjà essayé la démo. Effectivement, par exemple, dans la démo de Léon et Elena, c'était beaucoup plus dirigiste, c'était beaucoup plus narratif, avec beaucoup de scènes cinématiques. La deuxième séquence que moi j'ai joué à Osaka, c'était déjà beaucoup plus libre. Franchement, au niveau cinématique, pas grand chose. La plupart du temps, on va dire que les dialogues étaient intégrés dans la progression du jeu, donc Ça te in-game. coupait pas dans Tu l'action. coupais pas, t'étais pas coupé dans l'action. Donc franchement, pour l'instant, ça ne m'a absolument pas choqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de cinématiques une fois que l'action s'est lancée, on va dire. D'accord. Après, forcément, tu as toujours la cinématique d'intro, etc., qui introduit les émissions. Mais pour l'instant, pas plus que ça, rien de choquant. Ok, bah voilà, on a fait Voilà, le tour, et ben écoute, merci beaucoup Damien. Merci à vous pour toutes vos Virgile. questions. Merci Merci à à vous. vous, sachant que Resident Evil 6, on le répète, sortira au mois d'octobre prochain sur PS3,
et Xbox 360 et un peu plus tard sur PC. On n'a pas de date encore vraiment précise, hein, puisqu'on nous pose Bah, aussi Capcom, des c'est On a eu pas mal de questions sur les là-dessus, PC, voilà, la sur version PC. Est-ce que ce Bah sera mieux ouais, et tout, mais on justement, sait pas. j'en ai un peu parlé la version PC. Moi, Voilà. je me ferais pas trop d'illusions si j'étais vous. Bah, Voilà. donc c'était Pour l'instant, ça a pas l'air important d'être- voilà, de l'évoquer. Pour le moment, pas de date précise sur PC, mais Vu Dark officiellement, il est toujours Voilà. prévu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter la vidéo juste en dessous, vos avis, vos réactions. Voilà, et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Salut.